Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Cap Positif. Si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que votre job ne fait plus sens pour vous, que vous vous sentez désaligné. Quand on voit les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, comment ne pas s'interroger sur le sens de ce que nous faisons toute la journée ? Vous avez envie de retrouver du sens et de contribuer aux enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain à travers votre job ? Grâce à son bilan de compétences à impact positif, l'équipe Cap Positif vous accompagne pour trouver enfin une reconversion à impact et le projet professionnel qui vous ressemble et dont le monde a besoin. Loin du bilan de compétences classiques, Cap Positif revisite le format grâce à des outils issus du développement personnel et des sciences sociales et comportementales. Faites-vous accompagner pendant 3 mois, soit en format collectif pour être porté par l'énergie de groupe, avec également des rendez-vous individuels avec un coach attitré, soit en format 100% individuel pour avancer à votre rythme. Ce bilan se réalise gratuitement grâce à votre CPF et en cas de financement personnel, bénéficiez de 5% de réduction avec le code Oser la reconversion. Prenez rendez-vous dès maintenant gratuitement avec Camille, cofondatrice de Cap Positif, pour échanger gratuitement sur votre projet sur www.cappositif.littlebiguimpact.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Julie Collat. Après avoir travaillé en tant que directrice juridique dans une entreprise du CAC 40, Julie a tout plaqué pour faire du stand-up en anglais à Paris. Plus de 25 000 spectateurs ont déjà été voir son one-woman show Oh My God, She's Parisian. Vous la connaissez sûrement sous le pseudo Julie Collas de Parisienne sur Instagram, où elle est suivie par plus de 20 000 abonnés. Julie grandit en Angleterre puis déménage à Paris avec ses parents où elle suit une éducation bilingue. Après le bac, elle se lance dans des études de droit, un peu par défaut car elle ne sait pas vraiment quoi faire. Dès le premier jour, assise sur les bancs de la fac, elle sait que ce n'est pas pour elle. Mais elle se retrouve prise dans un engrenage et se retrouve finalement juriste d'affaires dans les plus grosses entreprises du CAC 40. Elle finira même par devenir directrice juridique de Saint-Gobain. Un jour, suite à un choc personnel, Julie vous racontera dans l'épisode, elle décide de démissionner du jour au lendemain sans aucun plan. Un soir, au cours d'un dîner, son mari lui lance « Et si tu faisais des sketchs en anglais ?» Julie décide alors de monter sur scène, un peu pour rigoler au début. Julie a trouvé sa voie depuis septembre 2017. Aujourd'hui, elle joue son spectacle Oh My God, She's Parisian sur Paris et les Parisiens au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris tous les vendredis et samedis soirs et a accueilli plus de 25 000 spectateurs. Alors avec Julie, on a évoqué son job d'avocate à New York et sa carrière à Paris, comment elle s'est retrouvée dans un engrenage, sa reconversion inattendue, les événements bouleversants qui l'ont poussée à tout plaquer du jour au lendemain, le milieu particulier du stand-up et les problèmes d'argent liés à la reconversion. Un témoignage tout en transparence, vous allez voir. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Rose, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Mon métier actuel, c'est humoriste en anglais. Alors, ça avait absolument rien à voir avec ton premier métier. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que c'est vraiment le jour et la nuit. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant ? Écoute, moi j'ai commencé ma carrière juridique puisque j'étais dans le droit. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de droit aux États-Unis, j'ai exercé aux États-Unis et puis je suis revenue en France où je suis rentrée en cabinet, ce qui m'a pas énormément plu. Et donc le plus clair de ma carrière, je l'ai fait dans les grandes entreprises du CAC 40 parisiennes. Donc, je peux te citer les noms, si tu veux, parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai fait Sanofi, j'ai fait PSA, j'ai fait Société Générale, je vais pas en oublier, et j'ai fait Saint-Gobain. Oui, donc toi, du coup, tu étais en droit des affaires et tu as fait notamment 8 ans en tant que directrice juridique chez Saint-Gobain. Moins de 8 ans parce que je suis encore jeune, donc c'est pas des postes que tu occupes quand tu es trop jeune. Mais ouais, les dernières années, tout à fait. Et comment ça se fait que tu avais été étudiée aux États-Unis, exercée aux États-Unis? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? C'est le hasard, en fait. Mes parents ont habité en Angleterre quand j'étais petite, de mes 10 ans à mes 15 ans. Donc, je suis revenue en parlant très, très bien anglais.
Donc, ils se sont dit, bah, il faut pas qu'elle perde son anglais, donc on va la mettre en école bilingue. Donc, voilà. Donc, j'ai continué, en fait, toutes mes études en école vraiment bilingue anglaise. Donc, qui fait que j'ai eu mon bac américain, mon bac français. Et puis ensuite, j'ai fait mon droit en français et en anglais. Donc, en fait, si tu veux, ça faisait sens. Et puis, les États-Unis, ça attire tous les jeunes. Hein. Tout le monde veut aller faire son petit tour. On en revient. Mais bon, voilà. Donc, en fait, ça faisait sens, si tu veux, de faire tout ça, quoi. Voilà. Et toi, tu préfères Paris, du coup Ouais, je préfère la France pour beaucoup de raisons qui sont ultra objectives. Si tu veux, c'est hyper sympa d'aller visiter les États-Unis, de faire la Route 66, de faire Los Angeles, de voir New York. Moi, j'ai vécu à New York et à Chicago. Mais quand tu y vis et quand tu vois la vie des Américains, tu déchantes vite et tu te rends compte que la France est un paradis. Pour plein de raisons qui sont la sécurité sociale, l'aide à l'emploi, toutes les aides qu'on peut avoir en France, la douceur de vivre. Les Américains sont des gens qui bossent énormément, qui ont très peu de filets de sécurité. Et quand tu compares la France et les États-Unis, tu te rends vite compte que c'est beaucoup plus facile. D'autant plus que New York, c'est clairement une des villes les plus chères au monde. Ça l'était déjà quand j'habitais là-bas. Et que donc, même si je gagnais très bien ma vie, tu vivais dans des trucs... Enfin, je veux dire... à Paris, pour vivre dans un truc pareil, t'as pas un salaire comme ça. Si tu vois ce que je veux dire. Je vivais, voilà, dans un rez-de-chaussée sur Bedford Street. Alors, tout le monde te dira, oh, super, le quartier gay, c'est génial. Ouais, mais enfin bon, rez-de-chaussée avec des rats. Je me réveillais le matin, il y avait des rats qui passaient. Tout était barricadé pour pas qu'on me voie avec le mec qui me louait le truc avait mis des espèces de planches de bois pour pas qu'on voit l'extérieur. Enfin, c'était glaucos à mort. Et donc, t'aurais jamais pu croire, si tu faisais un focus à cette époque-là, ah, la fille, ah bon, bah, elle gagne quand même bien sa vie, bah, elle vit là, quoi. Et c'était quoi la différence à peu près au niveau de ton travail si tu devais comparer, tu vois, l'ambiance au travail là-bas avec en France? Alors, je t'explique. Les États-Unis, mais c'est pas qu'ils bossent, les Américains. C'est pas qu'ils bossent, mais déjà, quand je suis arrivée en fac là-bas, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. J'ai pas compris. Les bibliothèques sont ouvertes jusqu'à 3 heures du matin. Il y a 3 heures du matin, les mecs, ils bossent. Et la grande différence, c'est que là-bas, ils se spécialisent très tôt, ils font le collège. Ensuite, si tu veux continuer, t'as l'université, t'arrives vachement tard à l'université. Là-bas, t'as 22 ans, 21, 22 ans. T'es déjà vachement plus adulte. Donc déjà, tu sais, et tu t'engages dans des études qui sont hyper chères. On a la chance en France d'avoir, pas toutes les études, mais une grande partie de nos études où tu payes, franchement, ça reste très décent. Je te parle pas des écoles de commerce et tout ça, évidemment. Je te parle des études de droit, des études de médecine, de plein de choses que tu peux faire qui sont pas très chères. Là-bas, tout de suite, 50, 60 000 $ l'année, je peux te dire que si tu payes ça et si tu t'endettes sur des années pour ça, tu bosses. Ouais. Tu es là-bas pour bosser. Et ça continue si tu veux plus tard. Les mecs, ils bossent, mais ils bossent. Et moi, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré là-bas à 3 heures du matin. Je bossais encore. En entreprise. Les gens, ils bossent à 3 heures du matin. C'est, bah, tu travailles. C'est pas du tout, j'ai pas dit que les Français bossaient pas. Attention, c'est pas ce que je dis. C'est que vraiment, il y a vraiment un rapport au travail aux États-Unis qui est très différent. D'ailleurs, ils ont que entre 3 et 5 semaines de vacances par an. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose, mais faut y avoir vécu et avoir travaillé pour comprendre ça. Et alors, comment ça s'est passé quand tu étais en France un peu Déjà, pourquoi tu as fait des études de droit? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Tu sais, le truc, c'est que je vais pas passer pour une vieille conne, mais je vais dire à l'époque, mais c'est pas si vieux, mais il y avait pas tous les salons étudiants que je vois aujourd'hui. Quand je prends le métro, je regarde, je vois salon du machin, salon artistique, salon pour savoir ce que tu vas faire plus tard. En fait, tes parents ils disaient ouais, tu veux faire quoi? Tu veux faire une école de commerce? Bon, je suis pas très bonne en maths. Tu veux faire de la médecine? Bon, je suis pas très bonne en maths. Tu vas faire prof? Bon, je suis beau. Tu vas faire bon, il y a pas alors bon, qu'est-ce qu'on faisait des gamins comme moi? Bon, on disait bon bah elle est pas con, elle est pas très bonne en maths, bon bah elle va aller faire du droit. Et donc si tu veux, je me suis retrouvée à faire du droit par défaut et je pense que droit, c'est vraiment un métier où faut être passionné. Ouais. Si t'es pas passionné et que t'es un peu bordélique dans ta tête et un peu bordélique tout court, ça va être très compliqué. Et j'ai su, si tu veux, dès que j'ai mis mes fesses en fac de droit, je me suis assise au premier cours, j'ai su que ça allait m'emmerder, mais grave. Et puis après, t'es pris dans un engrenage, et puis après, et purée, t'as 18 ans, tu sais pas, donc t'es pris dans un engrenage, donc tu suis un peu le mouvement, tu fais tes études, et puis ça t'amène jusqu'à un travail, quoi. Tu te poses pas trop de questions, en fait. Et en plus, je trouve quand même que les études de droit, c'est assez prenant. Et du coup, on n'a pas forcément le temps de réfléchir. Ouais, alors c'est pas non plus médecine, hein.
Enfin, je veux dire, médecine, là, les mecs, ils taffent comme des dingues. Mais en fait, les études de droit, t'apprends énormément. T'apprends toute la journée, t'apprends des fiches, des bouquins, des fiches, des bouquins, avec des notions qui se restent quand même assez abstraites. Donc, c'est bien ce que je dis, quoi. Si tu ne découvres pas une passion pour une matière, et puis moi, j'ai pris droit des affaires. Donc, c'est le truc le plus abstrait de la Terre. Si tu veux, c'est vraiment le truc. Je suis pas devenue... alors, l'environnement, à l'époque, je connaissais pas, mais je suis pas devenue... j'ai pas fait de la propriété intellectuelle, j'ai pas fait du droit pénal, tu vois. Donc, je me suis retrouvée un peu dans un truc un peu... bon, voilà. Mais du coup, tu dis que dès le premier jour, tu as su, et pourtant, tu as fait ça quand même un paquet d'années. Comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Parce que tu as fait ça combien de temps au total? Tu vois, attends, mais franchement, je compare souvent ça à un mariage. Parfois, les gens, je te dis, hein, vraiment, je rigole pas, ils savent qu'il faut pas y aller, quoi. C'est une grosse connerie. Et ils y vont. Et ils vont mettre des années à se rendre compte qu'un an, en étant avec la mauvaise personne, ou bon, en se disant, bon, il y a quand même des bons côtés, il y a quand même ça, puis il y a quand même ça. Tu sais, tu te convaincs, tu dis, ouais, bon, ouais, non, elle est quand même sympa, ou elle est quand même sympa, mais bon, je me fais un peu chier et tout. Et puis, avec le temps, en fait, c'est plus que tu t'emmerdes. Ça devient insupportable. Et ce jour-là, tu dis, OK, je divorce, quoi. Et ben, ça fait pareil, en fait, avec le boulot. Ça fait pareil. À un moment, tu te réveilles, bah, tu peux plus le supporter, quoi. Ouais, la goutte d'eau, quoi. Ouais, alors moi, il y a eu plein de gouttes d'eau. Si on doit rentrer dans les détails, je te dirais qu'il y a eu plein de gouttes d'eau assez glauques. Mais petit à petit, en fait, si tu veux, du moment où j'ai commencé à avoir une équipe qui travaille avec moi et du moment où j'ai commencé à démoraliser cette équipe en disant, oh, putain, c'est l'horreur. Tu peux pas faire ça aux gens qui travaillent avec toi. C'est pas possible, si tu veux. C'est pas du tout professionnel. Et donc, ce jour-là, où j'ai commencé à me démoraliser, mais à démoraliser les gens autour de moi, je me suis dit, bon, bah là, clairement, faut que tu aies le courage de partir. Franchement, c'est pas possible. Juste, tu passes pour une grosse loseuse, parce que tu dis tout le temps que tu vas te casser et tu le fais pas. Alors, franchement, fais-le, quoi. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que chez les avocats et les juristes, il y a énormément de conversations after work où voilà, tout le monde refait sa vie en disant moi je vais ouvrir un café, je vais faire du stand-up un peu. Il y a tous ces côtés-là, puis le lendemain on continue à aller au travail. Et toi, du coup, t'avais toujours ça, tu disais toujours oui, je vais partir. Je dis ouais, je vais partir, mais je vais partir pourquoi? En fait, je savais même pas. Moi, j'avais zéro idée de ce que je voulais faire. Zéro idée. Le jour où je suis partie, alors je sais pas dans quel sens tu veux qu'on en parle, parce que là, on arrive directement à la fin du bordel, mais le jour où je suis partie, je savais pas ce que j'allais faire. Je n'avais aucune idée. Aucune. Quand ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, je vais peut-être écrire un livre. Oh, non, franchement. Et c'était quoi les gouttes d'eau alors? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les déclics? Ouais, c'est bien glauque, hein. En fait, moi, si tu veux, j'ai tellement travaillé en début de carrière que quand j'ai eu mon premier enfant, bah, j'avais pas le temps de m'en occuper. C'est-à-dire que jamais je ne suis allée le chercher à l'école, jamais je ne l'ai emmené à l'école. C'est-à-dire que moi, la vie des parents, avec le café le matin, le truc, je n'ai jamais connu. Tu vois, donc en fait, j'avais cet enfant que je récupérais le soir super tard pour le coucher. Et donc, il lui est arrivé des choses, bon, qu'on n'a pas forcément vu arriver, voilà, avec des babysitters, des trucs un peu durs, hein, des trucs un peu, voilà, tu vois, avec la brigade des mineurs, enfin des trucs un peu hardcore. Et donc, si tu veux, on était tellement dans un engrenage de travail qu'on voyait même pas ce qui arrivait à notre enfant. Et puis ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant, et là, on a pris une nounou avec qui ça s'est très mal passé, qui est en fait proxénète. On a mis 2 ans à s'en rendre compte. Avec ce petit garçon de 2 ans qui en fait parlait pas parce qu'elle l'enfermait toute la journée dans une chambre. Et donc, si tu veux, là, quand j'ai appris ça, par hasard, parce qu'on l'a mis sur écoute, je te fais l'histoire très rapide. Je me suis dit, putain, je travaille tellement que j'ai même pas vu les appels à l'aide de ce petit garçon. Mais comment j'ai pu faire passer tout ça avant ça? Dans ces cas-là, il fallait pas faire de gosse. C'est ça l'histoire. T'as ton boulot dans une entreprise qu'on a objectivement rien à faire de toi, que ce soit toi un autre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, quand le PDG de Total est mort dans l'avion, Total s'est pas écroulé. Donc Julie Collat est pas là, c'est pas très grave. Si tu veux, ça continue à voilà. Et donc à un moment, faut que tu remettes tes cases au bon endroit, là où elles doivent être. Il y a eu ça, et puis après au bureau, j'ai un collègue dont l'ado s'est suicidé. Et puis ensuite, mon PDG s'est foutu en l'air. Voilà. Et donc, si tu veux, tout ça a mis bout à bout. Et moi, j'ai pété une durée. Ah oui, j'ai pété une durée. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'est pas possible. Ce mec, ouais, il avait tout. Il avait des gamins en plus super forts, à des super études. Enfin, tu vois, il avait tout. Il se fout en l'air. Parce qu'on était en vente, en fait. On était une des branches en vente. Le mec,
Ce matin, il ouvre sa fenêtre, il saute du 5e étage. Au travail? Oui, non, chez lui. Et si tu veux, en plus, tout a été, je veux pas rentrer dans ces détails-là et tout, mais tout a été maquillé, on nous a mis des psychologues, on n'avait pas le droit d'en parler, enfin bon, bref, n'importe quoi. Et là, je me suis dit, la grande entreprise, je me suis dit, c'est pas possible. Là, ça m'a donné envie de dégueuler. Si tu veux, je me suis dit, tout ça pour ça, mais ça ne vaut pas le coup. Et ça a été, tout ça mis bout à bout, si tu veux, là, ça m'a donné, en fait, le courage de partir. En fait, j'ai même pas réfléchi. Si tu veux savoir, j'en ai même pas parlé à mon mari que je partais. Je suis partie du jour au lendemain. Ouais, juste après ton boss, en fait. C'est ça, le dernier élément déclencheur? Ouais, ça a été vraiment l'élément final déclencheur. À moi, ça m'a retourné ça. Vraiment. En plus, c'est un mec vraiment sympa. Je pense que aussi tu te visualises parce que tu te dis moi en fait si je continue tu vois si je continue comme ça finalement mon destin c'est d'être un peu à sa place. Un élément déclencheur pour moi aussi ça a été de me dire la vie de mes managers ça me fait pas rêver en fait. Tu vois leur vie, ce qu'ils ont, leur maison, tu vois tout ça en fait ça me donne pas envie et du coup je me suis dit pourquoi continuer en fait. Ouais, je vais te donner une anecdote hyper drôle. Moi je me suis très vite rendu compte que ça me ferait jamais rêver. Parce que quand j'étais aux États-Unis, un jour il y avait une réunion, ça c'est hallucinant, une réunion d'avocates et moi j'avais été invitée. Et il y avait une avocate, partenaire, donc c'est genre top niveau, qui était mariée avec 4 enfants et si tu veux c'était la star parce qu'elle était mariée avec 4 enfants, genre partenaire, star, mariée avec 4 enfants. Et elle faisait des réunions une fois par mois où il n'y avait pas les hommes n'étaient pas conviés, donc c'était un peu genre MeToo avant l'heure. Tu vois, et elle expliquait comment, aux jeunes avocates, comment, en fait, il fallait sortir, même quand tu étais crevé à minuit pour rencontrer un homme. Et donc, en fait, elle les drivait pour que tout n'implose pas à côté. En gros, vous allez bosser jusqu'à minuit, les meufs. Mais après, faut quand même sortir pour rencontrer un mec qui va vous faire des gosses. Et moi, tu vois, j'avais genre 24 ans, j'étais là, mais what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ces réunions, quoi? Mais les meufs sont tellement à la loose, tellement elles bossent qu'on a besoin de faire des réunions comme ça pour te dire force-toi à sortir même quand il est 11h, minuit, 1h du matin pour rencontrer un mec, te marier, faire des enfants et t'auras la vie que j'ai, quoi. Et je m'étais dit, mais c'est ouf! Avec ma vision française, je m'étais dit, mais c'est ouf! C'est pas possible, cette vie. Donc, si tu veux, voilà. Moi, j'ai jamais été super carriériste, hein. Donc, bon, voilà. Mais c'est rigolo quand même. Comment tu penses que tu t'es retrouvée dans cet engrenage finalement pendant aussi longtemps Mais parce que c'est ce que je te dis. Tu t'achètes un appart, donc tu te retrouves avec un crédit. Tu rencontres un mec, tu te maries, tu fais un premier enfant, faut de l'argent, faut ceci. T'es dans ton réseau social, tes copains, ton truc, ton machin. Finalement, t'as peu le temps de penser. Tout le monde fait la même chose que toi, ou tout le monde a un poste qui fait ceci, qui fait cela. Donc après, tu trouves des pis-aller ou des soupapes à côté, du sport, des sorties, du cinéma, du théâtre, des copains, des machins, des vacances. Tu vis pour tes vacances. Sérieux, la moitié, les 3/4 des salariés, ils vivent pour leurs vacances. Moi, j'entends des copains parler, ils me disent « Ah putain, je prépare mes prochaines vacances, c'est ça qui me donne envie de tenir. » Mais en même temps, tu ne peux pas vivre sans travailler. Parce que je te dis à maman, faut arrêter un moment des bisounours. Tu peux pas vivre sans faire l'argent. Ça marche pas. Même si tu décides que tu réduis tout au strict minimum, ça marche pas. Il faut quand même de l'argent. Donc, en fait, c'est normal de rester et de rêver peut-être à autre chose. Ce qui a dû s'accentuer, j'imagine, c'est ce que je vois avec le Covid, où les gens ont eu le temps de penser, de se dire, je vais faire une formation, je vais faire ça et tout. Mais la réalité et le fond du truc, c'est quand même que, il faut de l'argent pour vivre. Et que changer de vie, putain, c'est un grand mot. Je sais que c'est méga à la mode depuis quelques années, mais bon, c'est pas facile. C'est même plus une question de courage, c'est une question de finance. Tu vois, comment tu fais? Est-ce que tu es sûr que ça marchera? Alors, en France, on a le chômage, mais là, ils vont vachement le réduire. Donc, moi, j'ai eu la chance, quand j'ai arrêté, il y a 5 ans, que le chômage soit à taux plein pendant 2 ans. Mais là, c'est plus 2 ans, c'est plus du tout du taux plein. Donc, comment tu fais? Comment tu t'organises? Est-ce que ta moitié est d'accord? Est-ce que tu es soutenu? Si tu es avec quelqu'un, si tu es toute seule, c'est pas facile non plus. C'est compliqué. C'est compliqué, mais possible. Mais possible. Voilà. Mais compliqué. Ouais. Et alors, toi, donc, comment ça s'est passé? Donc, un matin, tu dis, c'est bon, cette fois, est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as démissionné? En fait, j'avais une tête de mort. Parce qu'il y avait tout ça qui se passait dans l'entreprise et mon secrétaire général passe devant mon bureau que je connaissais bien, elle me dit Julie ça part d'aller et là je lui réponds du tac au tac non ça va pas, faut que je prenne rendez-vous avec vous. Oh n'importe quoi. Et là je prends rendez-vous avec ce secrétaire et le lendemain soir il avait un rendez-vous. Donc je pense que à cette époque-là mon mari devait voyager parce que j'ai pas eu le temps de lui en parler. Je vais le voir et je lui dis je veux partir. Mais genre c'est sorti malgré toi un peu quoi. Et on a pas mal parlé. Et en fait, j'en avais déjà parlé à ma boss avant, mais qui était pas du tout d'accord et qui m'a dit, si vous partez, mais comme ça, sans rien. C'était un peu compliqué. Moi, je voulais rien, je voulais le chômage. Parce que je me dis, c'est pas le chômage. Comment je vais faire pour, si je veux monter une boîte,
réfléchir à ce que je veux faire et tout. Et lui, il m'a dit, ben moi, ok, ça fait 8 ans que vous êtes là, on a réussi à vendre l'entreprise, moi j'estime que vous avez fait la part du job, puis il sentait qu'il avait pas envie, je pense qu'il avait pas envie d'avoir de problème. Bon, objectivement, j'avais pas de menace contre eux, j'avais pas de cartouche, j'avais rien. Lui, il l'a pris comme ça et il m'a dit, bah voilà, moi je vous laisse partir, vous aurez le minimum vos 3 mois de rupture conventionnelle. On signe une rupture conventionnelle, on fait la fiche de poste ensemble, on recrute quelqu'un d'autre, et vous partez. Et donc voilà, je me suis retrouvée dehors. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ouais, c'est un peu le grand vide. Hein. C'est un peu le grand vide parce que pendant les 3 mois où j'ai assuré l'intérim, t'as pas trop le temps de penser. T'as prévenu les gens, mais ils t'ont prise un peu pour une folle. De qu'est-ce que tu vas faire, mais toi tu sais pas. Alors t'en as qui ont tout planifié avant. Attention, hein. T'en as qui ont déjà commencé à monter leur boîte avant de partir. Moi, j'en connais. Mais moi, j'ai pas fait ça. Parce que moi, j'avais pas d'idée. Je me suis retrouvée, je me souviens, dans un café un matin, à regarder les gens passer, qu'elle allait au bureau. Ah, j'étais pas très bien. Parce qu'en plus, tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que je devrais pas aller au bureau? J'ai fait semblant d'aller au bureau pendant des mois. C'est pas genre, je suis pas Jean-Claude Roman, hein. Toute ma famille était au courant. Mais pendant des mois, je partais à la même heure, pareil. Tu vois, j'essayais, voilà. Et je me sentais hyper coupable de faire ce que je faisais. Mais tu faisais ça pour qui alors? Pour tes voisins? Pour moi, je crois. J'avais besoin qu'on pense que j'étais dans la vie de tous les jours, alors qu'en fait, t'as une vie qui, si tu fais pas attention, devient hyper déstructurée. En fait, tu te sentais coupable, quoi, d'être sortie un peu du... Ouais, complètement. Super coupable. Et j'ai mis vachement de temps, hein, des années à accepter d'être sortie du système. Parce qu'une fois que tu sors du système, tu sors du système. Et tu y rentres pas comme ça. Bah, t'as plus envie aussi. Ça dépend des gens. Franchement, moi, j'ai des exemples autour de moi de gens qui sont rentrés dans le système. D'une autre manière, différemment, parce qu'ils ont monté des boîtes et que, bon, bah, clairement, les boîtes en France, il y en a très peu qui fonctionnent. Mais qu'ils ont trouvé un job très différent dans le milieu où ils ont monté leur boîte, parfois. Donc, un job hyper différent, mais ils sont retrouvés dans le salariat, mais différemment. Ils sont hyper heureux aujourd'hui. Il y a plein de portes de sortie. Et comment réagit ton mari alors quand tu lui as dit? Ah ben lui super bien parce que il savait que j'étais pas heureuse, il m'a soutenue à mort et c'est lui qui a trouvé le projet. Ouais. Comment ça s'est passé alors? Ben un soir on était bourrés, il m'a dit bah tu vas faire un stand-up en anglais. J'ai dit bah je crois pas que je vais monter sur scène parce que j'ai jamais pris de cours de théâtre et puis bon c'est quand même un milieu un peu particulier. Et en fait, je sais plus comment, mais de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire un livre sur les Parisiens ou je sais pas quoi. Puis il l'a fait lire à une copine à lui qui était metteur en scène dans le théâtre. Et puis elle a dit ah ben c'est top, eh ben on va monter ça. Et c'est parti comme ça. Mais d'abord c'est parti pour rigoler si tu veux. C'est parti pour rigoler. J'ai monté 2 séances de mon premier truc qui franchement était vraiment pas génial. Mais bon, ça valait ce que ça valait. Et puis après je me suis retrouvée prise dans un engrenage où tout le monde était au courant, tout le monde m'admirait un peu. En me disant ouais c'est génial, putain quel courage, c'est génial ce que tu fais. Et donc en fait j'ai pas osé décevoir les gens. Mais c'est un truc de malade. Je te promets que c'est pas une blague ce que je te raconte. J'ai pas osé décevoir les gens. Je me suis retrouvée prise à mon propre jeu là-dessus. Parce que alors comment ça a commencé? Donc tu t'es dit au début je vais écrire un livre. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'était un peu ta première idée? Bah en fait c'est un peu l'idée des gens quand ils savent pas ce qu'ils vont faire parfois. C'est vrai. Je vais écrire un livre. Donc, je me suis dit, bah, je vais écrire un livre sur les Parisiens. Alors, j'ai commencé à écrire en anglais, un livre et tout. Puis, au bout de 70 pages, je sais plus trop quoi se raconter et tout, machin. Et heureusement, c'est là où, tout s'est décanté. Et voilà, il y a eu cette idée de transformer ce morceau de livre que j'avais en pièce de théâtre. En fait, c'est comme ça. Et donc, elle m'a fait répéter chez elle pendant des mois un truc. Mais si tu veux, un jour, elle m'a dit, bon, bah, maintenant, il faut que tu prennes des dates dans un théâtre parce que sinon, tu le joueras jamais. Tu vas jamais aller au bout. Et elle a eu raison. Jamais. Je vais te dire un truc. Jamais je l'aurais fait. Toi, tu faisais ça un peu parce que finalement, ça t'occupait. Là, ça m'occupait. Surtout, ça m'empêchait de penser que j'avais pas de plan derrière. J'avais pas de plan B, moi. J'avais rien. Et ton livre, c'était déjà humoristique? Non, alors je dois t'avouer que vraiment la première version, enfin d'ailleurs le début, c'était vraiment complètement, c'était très classique, un peu humoristique, mais pas tant que ça. Ça, c'était vraiment une pièce de théâtre. C'est vraiment une pièce de théâtre montée avec des dialogues, des machins. C'était bien loin de ce que c'est aujourd'hui. Vraiment de l'humour, quoi. Et toi, du coup, t'avais toujours fait rigoler. Enfin, les gens, ils t'ont toujours dit ah, tu devrais monter sur scène. Comment ça se faisait? Non? Non, il y a des gens au bureau qui m'ont dit ouais, franchement, tu aurais dû faire du théâtre. T'as jamais fait de théâtre, mais enfin, les humoristes sont pas les gens les plus rigolos de la terre en temps normal. Enfin, il y a des gens. Franchement, quand je vais dans des dîners, il y a des gens qui l'ouvrent 100 fois plus que moi, qui monopolisent la conversation et qui sont plus drôles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis très
Si tu me vois parmi mes amis, moi, je suis calme, en fait. Hein. Enfin, c'est pas que je suis calme, c'est pas le mot. Mais je suis pas je suis pas la plus drôle. La scène, c'est mon métier, si tu veux. Donc, moi, mon job, c'est d'être drôle sur scène. Et puis après, c'est d'être plus ou moins normal dans ma vie de tous les jours, quand même. Après, ton mari, il avait l'air de trouver quand même que ça te correspondait bien. Ouais, lui, il disait, ouais, tu peux le faire. Et il y a cru à mort. Il m'a dit, ouais, tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire. Tu vas monter sur scène en anglais parce que y a personne, il y a pas de nana qui fait ça à Paris en anglais, qui va parler des Parisiens. Toi, t'es une vraie Parisienne. Voilà, bah, tu vas raconter la vie des Parisiens. La vraie de vraie. Comment ça s'est passé alors quand tu as fait ta première scène? Oh, je me suis chiée dessus. Hein. Oh là là, non mais attends, dans un tout petit truc du 18e arrondissement, tellement crade, il y avait un vieux matelas devant qu'on avait dû enlever. Oh, les copains, ils sont venus, ils ont été vachement sympas de venir. Et puis après, ma metteur en scène, elle a fait venir des gens plus capés, plus, tu vois, et qui, eux, m'ont donné vraiment leurs sentiments. Parce que t'es pas toujours, ouais, c'est génial, j'ai adoré et tout. Les autres, c'était plus mesuré. C'était, il y a du potentiel, il y a un truc, mais il y a beaucoup de travail. Et donc, à partir de là, si tu veux, je me suis retrouvée embrigadée là-dedans. Je me suis enfermée pendant des mois parce que là, je me suis dit, OK, finalement, je sais pas quoi faire. Donc, c'est ma seule porte de sortie. Je vais faire du stand-up en anglais. Je te promets que j'ai jamais voulu en faire. C'est n'importe quoi, cette histoire. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais faire rire les gens en anglais à Paris. Donc, donc voilà. Donc là, j'ai bossé comme une dingue du mois de janvier. Et puis, au mois de mars, avril, j'ai commencé à me présenter dans les théâtres avec une affiche. L'affiche de mon spectacle avec le béret, le truc et tout. Et puis, il y a un théâtre qui m'a dit top go. Qui m'a dit, ouais, je pense que c'est une super idée. Je pense que ça peut vraiment le faire. Et voilà. Et donc là, en septembre 2017, je me suis retrouvée sur scène avec un vrai public, avec des vrais billets qui venaient de Billets Réducs, de la Fnac, de Tic et Tac. Et voilà. Et c'était combien de temps à peu près après de ta démission? Alors attends, vraiment pas longtemps. J'ai démissionné en décembre 2016. Donc on allait passer en janvier 2017. Donc tu vois, il s'est passé genre 7 mois. C'est que dalle. Comment tu t'es sentie quand t'as vu les affiches? T'as pas eu peur que, tu sais, les gens de ton ancienne vie le voient ou... Alors non. Alors déjà, ils sont venus soutenir. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui m'ont pris pour une grosse tarée. Mais je comprends. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, même dans mes amis, qui disent n'importe quoi. C'est hyper spécial comme métier. Ouais. C'est vraiment spécial. C'est un autre milieu dont je connais toujours pas trop les codes. Enfin, c'est très spécial. Je me préserve un peu. D'abord parce que je suis plus âgée. La plupart le stand-up, ça commence très jeune. Ils ont plutôt 20, 25, tu vois. À 25, ils ont déjà roulé leur boss souvent et tout. Et donc moi, j'ai une vie de famille à côté. Tu vois, j'ai bossé beaucoup avant. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait le même, tu vois. Voilà. Après, j'en connais, des gens de ce milieu. Il y en a des très sympas, il y en a des pas sympas du tout. C'est comme dans la vie, c'est comme dans la vie d'entreprise. Il y a beaucoup de jalousie, comme dans la vie d'entreprise. Il y a beaucoup de méchanceté, comme dans la vie d'entreprise. Faut pas que les gens oublient. Franchement, si j'ai un conseil à donner, faut pas que les gens oublient que ce qu'ils ont pas aimé en entreprise. Alors, le rapport de hiérarchie, en effet, tu l'as plus parce que tu es ton propre patron. Le problème, c'est que tu es bien plus méchant avec toi-même que ton propre patron le sera jamais avec toi. Il faut savoir que tu emmènes tes problèmes partout avec toi, jusque sur ton oreiller. Et le matin, quand tu te réveilles, parce que tu penses, c'est ton truc, c'est ton bébé. Donc, tu penses beaucoup plus. Bon, t'es beaucoup plus impliqué, mais ça implique aussi un stress très différent. Et que toutes ces problématiques après, de quand tu montes ta boîte, de gens qui vont t'aider, qui vont pas t'aider, qui vont parler derrière ton dos, mais tu retrouves exactement la même chose. Parce que les rapports humains ne changent pas beaucoup finalement. Et moi, tout le monde pense que c'est un milieu hyper drôle, hyper machin, hyper comme ci, hyper comme ça. Que dalle. J'ai une petite anecdote. L'autre jour, j'ai un humoriste qui joue avant moi. J'écoute derrière le rideau ce qu'il fait et tout, machin. Je dis, ouais, je sors, je dis, putain, c'est super, j'ai vachement rigolé à ce passage. C'est super bien, un jour, il faudra que je vienne te voir et tout. Le type, il a 15 ans, ça fait 15 ans qu'il roule sa bosse. Il m'a dit, c'est hyper sympa de me dire ça, c'est la première fois qu'il y a un humoriste qui me dit que c'est top et tout, machin. Parce que je pense qu'en plus, elle sortait du fond du cœur, il l'a senti, tu vois. Ouais, alors que ça coûte rien, quoi. T'as ton de jouer, ça coûte rien de dire à l'autre c'était cool ce que t'as fait, quoi. Ouais, ça coûte à beaucoup de gens. Mais pour en revenir à moi, ouais, il a fallu, c'est comme dans tout, tu deviens bon avec le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en septembre 2017. J'ai joué jusqu'au Covid. Donc, j'ai arrêté pendant 2 ans. Faut pas oublier que nous, les théâtres, on a souffert à mort pendant 2 ans. Quand les gens ont repris leur vie, on n'a jamais repris une vie normale. Clairement, on a repris une vie normale clairement, les théâtres reprennent depuis septembre. C'est compliqué. Et donc, voilà. Donc, en fait, moi, je joue depuis 3 ans. 3 ans, je suis un bébé dans le milieu. Je suis un oisillon, si tu veux. On dit qu'un spectacle, il commence à être bien au bout de 3 ans. Ouais. Et moi, j'ai déjà sorti mon 2e spectacle.
dont la nouvelle affiche va sortir au mois de janvier. D'ailleurs, je suis en train de préparer. Et c'est sur quoi alors? C'est le même thème? C'est ton nouveau spectacle? Oui, je me suis dit, si c'est un spectacle en anglais, il faut que je parle de la ville de Paris. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends la vie des Parisiens, tout ce qu'on vit, avec nos enfants, avec l'école, dans les cafés, j'ai des anecdotes de la vie, dans le métro, hein, voilà. Et en fait, je fais 24 heures de la vie d'un Parisien, tu vois, tout ce qui va se passer en 24 heures. Donc en fait, tu te reconnais forcément. Je parle de notre vie post-Covid, je parle plus du Covid, parce qu'en fait, moi, il y a beaucoup, je change mon spectacle tout le temps. Donc pendant le Covid, si tu veux, j'avais un spectacle, les rares fois où on a eu le droit de jouer, où il y avait beaucoup de trucs politiques sur ce qui se passait, Castex, machin, et ça faisait beaucoup rire les gens. Moi, j'ai décidé là de plus en parler, parce que même si on est en plein dedans, On en a marre un peu, ouais. voilà. Je dois dire 2-3 mots là-dessus, mais je parle surtout de qu'est-ce qui s'est passé pour les Parisiens post-Covid, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec nos moyens de transport, les vélos partout, voilà. Donc en fait, je parle de tout ça et les gens se marrent à mort. C'est surtout des touristes qui viennent te voir ou On n'arrive pas à quantifier. Pendant le Covid, j'avais plus que des Français. C'est compliqué les touristes. Et je pense que les touristes, ça doit être à peu près 40% de gens qui habitent vraiment à l'étranger et le reste, ça se divise entre les étrangers qui habitent à Paris et les Français. Voilà, c'est un peu ça. C'est une espèce de dispatch de tout. Mais il y a beaucoup de Français qui viennent parce que c'est un spectacle qui parle uniquement de Paris. Et ils se marrent beaucoup. Et alors, toi, du coup, tu as aussi un compte Instagram avec plus de 20 000 abonnés. Alors, sûrement les auditeurs te connaissent parce que c'est vrai qu'on voit souvent des extraits de tes vidéos sur Insta. Mais je te promets, ce compte-là, le fait que les abonnés montent comme ça depuis quelques mois, parce que en fait, j'ai pris une nouvelle. Avant, nous, ça marchait pas. J'ai trouvé mon mode d'expression sur Instagram. Et là, oui, là, ça monte en flèche, mais ça fait que quelques mois, hein. Oui, parce que donc, du coup, c'est Julie Colas de Parisienne, donc tu as plus de 20 000 abonnés. Et alors, c'est super marrant parce que tu reprends des vidéos très clichés des Parisiennes, donc style Emily in Paris, et tu fais la réalité. Voilà, donc c'est super marrant. Enfin, on voit souvent partager. Est-ce que tu penses que ça te fait justement des personnes qui viennent après assister à ton show? Ouais. C'est comme ça que tu te fais connaître, ouais. Bah, en tout cas, ça sera un des leviers pour se faire connaître. Ça, c'est sûr, ça sera un des leviers. Après, 20 000 abonnés, clairement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais là, ça fait que quelques mois. Je vais le monter en puissance pour faire plus de vidéos parce que c'est quand même du travail. Il faut que je trouve les vidéos. Ensuite, il faut que je filme. Voilà. Mais je commence à avoir même des filles qui me demandent de reprendre leurs vidéos. Et même qui me disent parfois, merci, j'attendais que tu prennes ma vidéo. Voilà. Parce que c'est jamais méchant. En fait, si tu veux, elle donne une vision très belle de Paris. C'est ce qui fait venir les tours. Enfin, c'est clairement une des raisons qui fait venir les tours. Emily in Paris, ça a été hallucinant pour la ville de Paris. Moi, j'ai l'impression de voir des bérets dans la rue partout où je vais. Si tu veux. Les meufs, tu te dis, oh, elles ont vu Emily in Paris, quoi, si tu veux. Voilà. Et je dis d'ailleurs, mon spectacle, je dis, mais arrêtez de regarder ce truc. Et c'est pas du tout ça, la vraie vie. Et ça les fait mourir de rire parce que, et même les Français. Et même nous, ça nous a fait rire, Emily in Paris. Franchement, moi, je trouve que c'est un petit bonbon sucré. J'ai pas envie de critiquer le bordel, c'est super bien fait. Si la réalité c'était comme ça, ce serait dingue. Moi, j'aimerais bien, je dois dire. On aimerait tous. Moi, je veux prendre le train demain avec une valise Goyard, tu veux, dans une super belle cabine. Là, tu vois, je veux aller dans les meilleurs restaurants de Paris et tout. Mais donc voilà, donc moi, je reprends ces vidéos d'Instagrammeuses qui sont tout le temps, d'abord, les filles sont toujours hyper jolies, hyper apprêtées et tout. Et moi, je refais la même chose avec ma gueule. Alors déjà, ça fait rire tout le monde. Et puis voilà, on traverse pas la rue en robe de soirée. Ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais vu. Genre, à part peut-être un shooting pour Vogue. Voilà, et donc je refais la même chose. Ouais, du coup, tu t'as quantifié que ça faisait venir des gens, ton compte Instagram. Tu le recommanderais à des personnes qui voudraient se lancer peut-être, tu vois, pour faire du stand-up? Oh bah, ils le font tous aujourd'hui. Tous les jeunes ont des comptes. Moi, j'avais un compte aussi TikTok, mais qui a été piraté. Mais en quelques mois, il y avait 60 000 abonnés dessus, en 4 mois. Et je vais le recommencer, mais là, ça m'a un peu dégoûté parce que TikTok, c'est pas hyper bien surveillé voilà, donc ça a été piraté, ils ont écrasé le compte, ils m'ont demandé de l'argent. C'est un truc de dingue. Et j'aurais dit non, je vous donnerai pas d'argent pour le récupérer. Et donc, le compte a été écrasé, je recommencerai mon compte TikTok, mais clairement, oui, il faut, mais avant que ça te fasse venir du monde, je connais un humoriste qui a très bien réussi grâce à TikTok, il faut des centaines de milliers d'abonnés avant que ça te rapporte quelque chose. C'est un petit peu le miroir aux alouettes. C'est bien, ça te fait plaisir, mais ça va pas te faire vivre. À part si tu deviens une influenceuse beauté et tout, mais nous, c'est très différent. Dans le milieu de l'humour, c'est très différent. Entre le moment où les gens vont rigoler, les gens vont savoir que tu fais un spectacle, et les gens vont acheter ton spectacle, je peux te dire qu'il y a
nombre d'étapes à franchir qui est énorme. Et alors, comment tu en vis aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des méthodes de rémunération? Comment ça se passe avec les théâtres? Un petit peu pour expliquer. Alors moi, c'est bon, les gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, enfin ça va pas, mais très rapidement, soit tu es intermittent du spectacle, ce que je ne suis pas, et donc là, tu es rémunéré au cachet, soit tu bosses en coprod avec un théâtre, et là, tu divises, soit tu as une boîte de production comme moi, et là, c'est pas pareil. Tu as les frais du théâtre qui partent, les frais de publicité, les frais machin, et après, le reste, ça rentre dans ta boîte. Moi, c'est ce que j'ai. Tu vois, c'est ce qui me permet aujourd'hui, le fait d'avoir une boîte de production, de pouvoir en vivre. J'ai pas dit que j'en vivais comme je vivais avant de mon métier, mais au bout de vraiment, là, vraiment, que je joue vraiment pur dur, 3 ans que je joue pur et dur, vraiment, ça me permet d'en vivre. Ok? Ça sera jamais, je me fais pas d'illusions, je ne vais pas devenir Florence Foresti, je pense. Mais c'est aussi une étape vers sûrement autre chose plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les gens ils voient ce qu'ils vont faire aussi au bout d'un moment. Tu le vois aussi comme un passage qui pourra aussi t'emmener vers d'autres choses, d'autres gens que tu vas rencontrer. Rien que te sortir de ton milieu, ça te permet d'élargir, tu sais, ton étoile, tes possibilités. Et tu rencontres d'autres gens qui ont changé aussi de vie. Et ça te permet de te dire, ah, je pourrais faire ça après. Ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Tu vois? Moi, dans ma tête, ça phosphore en permanence. Parce que je sais que je vais pas faire ça à vie. Je veux dire, je vais pas faire Jacqueline Maillan sur scène avec ma canne. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu as une boîte de prod, tu peux par exemple vendre ton spectacle en fait avec par exemple d'autres personnes qui le joueraient. Non, alors moi je le fais pas jouer par d'autres personnes, que les gens comprendraient pas. Mais ça pourrait, oui, ça pourrait. Bah, c'est très compliqué à monter, mais ça pourrait. Mais tu peux vendre ton spectacle ailleurs. Et puis après, tu fais des choses ailleurs. Moi, je bosse aussi. Je fais de l'écriture. Je fais autre chose à côté, si tu veux que je facture. Je fais des galas, j'écris même parfois des choses complètement différentes en français. Récemment, j'ai joué en français pour une boîte, un truc qui avait rien à voir avec mon spectacle, parce que c'était pour des banquiers. Et le fait d'avoir été 4 sup et tout machin, si tu veux, leur vie, je la connais. Donc voilà, donc j'ai réussi à les faire rire. Mais donc je fais d'autres choses à côté qui sont très 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 différentes de voilà. J'élargis mon panel. Je reste pas scotché à mon spectacle. Oui, tu fais un peu des team building ou des choses comme ça en fait. Ça, oui. Alors ça c'est plutôt avec mon spectacle. Mais après, oui, j'ai plein d'idées. Seulement mon spectacle il est très jeune, 3 ans, je te dis c'est tout petit. Et il y a eu 2 ans d'interruption de Covid. Donc là, le plus important, c'est de le relancer, de le faire connaître. Même si là depuis septembre, ça marche très bien, tu vois. C'est de le relancer, de le faire connaître, que les gens viennent, voilà. Mais ça m'empêche pas de réfléchir clairement à ma prochaine étape, à ma prochaine vie. C'est vrai que peut-être pour les auditeurs, donc tu joues au théâtre Beau-Saint-Martin les vendredis et samedis. À 20h15. Donc c'est à Paris dans le 3e. Je mettrai le lien pour que les auditeurs puissent aller booker des tickets et peut-être venir te voir. Ça s'appelle Oh My God, She's Parisian. Et mais c'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que souvent on voit qu'une personne, enfin on pense qu'elle a qu'un métier, tu vois, qu'une activité, et en fait souvent ce qui la fait vivre, c'est un peu tout ce qu'elle fait autour, tu vois. C'est pas que t'as ton show et puis c'est terminé, tu vois. Et c'est bien de savoir que en fait tu peux vivre peut-être de parfois plein de petits. Si t'étais une Florence Foresti, un truc comme ça, tu en vis. Évidemment que Florence Foresti, je la connais pas, mais elle en vit. Tu vois, elle fait d'autres choses à côté. Elle a fait sa série, d'ailleurs, qui est très bien. Moi, je fais autre chose à côté. Et en sachant aussi, il faut pas oublier que j'ai une vie professionnelle avant qui m'a rapporté de l'argent. Il faut pas oublier tous ces trucs-là, hein, parce que donc j'avais un matelas financier incroyable, mais suffisamment pour me dire c'est bon, je me laisse un peu de temps, ok. Voilà, à l'achat d'un premier appartement que j'avais revendu, tac, tac, tac. Tu vois, donc j'ai réussi à construire une vie matérielle à côté. Parce que souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est facile à dire quand. Et je dis, mais vous avez tout à fait raison. Et je ne dis pas le contraire. Tout est plus facile si tu as une assise matérielle à côté. Ouais. Après, je sais pas parce que bon déjà, on a fait nous un épisode par exemple avec Transition Pro, Nouvelle-Aquitaine, et eux, ils ont pas mal de dispositifs pour t'aider. Par exemple, même si t'as pas de rupture co, tu peux quand même avoir le chômage. Donc déjà, il y a pas mal de dispositifs qui aident. En France, ouais, on a une chance de malade. Mais le chômage, si tu veux monter ta boîte, moi, j'ai tout de suite monté tu vois, j'ai dû être dans le Lost in Translation pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai tout de suite monté la boîte de prod. J'ai contacté un comptable, j'ai contacté un truc, la boîte de prod. Et donc, j'ai tout de suite dit au chômage, je me mets en créateur d'entreprise. Tu vois. Mais comme j'avais été avocate avant et que donc le cerveau, il fonctionne, tu vois, j'ai pu tout monter tout seul. Donc, quand ils m'ont mis en pépinière, je suis arrivée, ils m'ont dit,
Ah non, mais en fait, on n'a rien à vous tout est fait, on n'a rien à vous apprendre. Mais en France, tu as en effet, plein de systèmes pour t'aider et c'est super bien fait. Et après aussi, enfin, je trouve que ce qui est important de dire, c'est que c'est pas réservé à certaines personnes. Dans tous les cas, c'est des sacrifices. Et je pense que c'est possible parce que on a eu par exemple des invités qui disaient voilà, j'ai repris mes études, comment je faisais le week-end, j'allais chez des amis, je mettais mon appart en Airbnb, je prenais des petits jobs le week-end. Il y a toujours des solutions. Tout est faisable. Non, mais tout est faisable. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a plein de cas différentes figures. Sauf que lorsque tu es obligé de faire encore plus de sacrifices, il faut encore plus de courage. Tu vois, moi, j'ai fait des sacrifices sur ma vie matérielle. J'ai plein de copines aujourd'hui qui me disent, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Je pourrais pas m'asseoir sur toutes les choses sur lesquelles tu t'es assise. Après, je dois t'avouer que moi, j'ai toujours été hyper consciente de l'écologie. Ça fait des années, ça doit faire 10 ans que j'ai arrêté d'acheter des fringues neuves. Ouais. Donc, je suis pas, pour Instagram, si tu veux, c'est vrai que je ne suis pas un très, très bon sujet pour les marques, vu que je n'ai jamais rien de neuf sur moi, très rarement. Mais voilà, moi, je me suis assise sur plein de trucs. Franchement, ça me coûte pas. Ouais, ça te manque pas. Ça me manque pas plus que... Enfin, c'est pas la fin du monde si je peux plus aller au restaurant 2 fois par semaine. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas la fin du monde. Et comment tu te sens quand tu repenses à ta carrière en droit? Je me dis que c'est con de pas être parti plus tôt. En même temps, je me dis que j'avais pas l'idée, donc j'aurais pas pu partir plus tôt. Ouais. Voilà, donc je me dis c'est tout ce chemin qui a été fait. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. D'abord, j'ai rencontré plein de gens. Il y a eu plein de moments top. Et moi, je jette pas du tout l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, quoi. Franchement, vraiment, il y a eu plein de moments top. Si j'avais dû rester, je serais restée. Je pense que j'aurais encore changé de boîte. Donc, non, de toute façon, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est constitutif de ce que tu as fait. Tu peux pas revenir en arrière. Ouais. Donc, par contre, parfois, le salariat me manque. Le fait de pas avoir d'avoir moins de contact avec des gens toute la journée, d'avoir moins de devoir me moto-driver toute seule toute la journée, Ouais. de savoir gérer ton temps, de savoir gérer, tu vois, ça, c'est pas facile. C'est pas facile, ça s'apprend, mais c'est pas facile. C'est vrai on a déjà reçu une humoriste dans Oser la reconversion et elle disait que finalement c'était un métier assez solitaire parce que t'écris tes spectacles, t'es tout seul. Quand tu joues sur scène, bah, t'as la réaction du public, mais t'es seul. Et surtout, t'es rejugé, tu repars d'une feuille blanche dès que tu joues. Ouais. Parce que le public en face de toi, il te connaît pas. Ouais. Et il est assis, il rit pas forcément parce que t'es pas quelqu'un de connu. Ouais. Quand t'es pas quelqu'un de connu, bah, il t'attend au tournant, pas méchamment, mais il se dit, bah, montre-moi ce que tu sais faire et je vais voir si je ris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'arrive pas, la salle est pas chauffée à blanc parce que c'est Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze qui arrive, tu vois. Ouais. La salle n'est pas, ouais! La salle, elle dit, ouais, on va voir. On m'a dit que c'était bien, on va voir. Donc, tous les week-ends, tu repars en entretien d'embauche. En fait, c'est un peu ce que je dis, moi. Et ton public, c'est ton boss, hein. S'il a pas aimé, il a pas aimé, hein. Ouais, c'est drainant, ouais. Là, il te fera pas de cadeau. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise, toi, dans ta nouvelle vie d'humoriste, de stand-up? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, c'est différent de ce que tu imaginais? Ouais, bah, moi, je pensais que tout le monde était hyper sympa. Ouais. Que dalle. Que dalle. Il y a beaucoup de façades. Ouais, salut, ouais, ça va, c'est pas sympa et tout. Ah, mon cul. Il y a énormément de rivalité et de jalousie. Ouais. C'est vraiment, et moi, c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas. Comme je suis assez très sensible. Il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment, et encore aujourd'hui, qui me bouffent, tu vois. Une remarque, un truc, un machin. C'est un milieu hyper dur. Tu dirais plus dur que le milieu des... Beaucoup plus dur. Les gens, il y en a qui sont vraiment capables de tout pour t'écraser. Enfin, pour t'écraser ou passer devant. C'est un milieu, mais de toute façon, c'est simple, hein, que le meilleur gagne. Il y a aussi une grande partie de chance. Mais voilà, encore une fois, moi, objectivement, je me dis que j'ai de la chance parce que je suis en anglais. Je suis un peu un ovni, en plus, je suis une Française qui parle en anglais. Si tu veux voir un Américain qui parle en anglais, bon, t'as pas de surprise, hein. C'est un Américain qui parle en anglais à Paris, ou une Américaine. Voilà, tu vois, c'est sa langue. Il a son public, ça va être des expats et tout. Moi, je suis une Française qui parle pas dans sa langue, en anglais, de Paris. Donc, le Paris, si tu veux, il est un peu osé. Donc, les gens, ils regardent le truc, ils disent, tu vois, mais pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? Bah, justement, pourquoi en anglais? Bah ouais, bah écoute, on a regardé Netflix pendant 2 ans avec le confinement. Les Français, mine de rien, même si on a la réputation d'être des gros nazes en anglais, ils le comprennent très bien. Voilà. Moi, aujourd'hui, les gens, j'ai des gamins, ils viennent avec leurs parents, ils ont 13, 14 ans. Ils comprennent tout, hein. Ils se parlent comme des bananes. Et je sors, je leur dis, mais t'as tout compris? Mais bon, j'ai tout compris. Ouais. Je regarde Netflix, j'ai tout compris. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter, quoi.
Ouais. Je veux dire, on est tous internationaux. En tout cas, on va devoir le devenir beaucoup plus, je pense. Donc, le pari que j'ai fait en anglais, voilà quoi. Et alors, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses à faire un show sur les avocats, les juristes? Parce que je pense non, il y en a eu plein. Et il serait super bon. Il y en a eu plein, hein. Caroline Vigneault. Et toi, t'as pas envie? Bon, non. Surtout que moi, t'imagines, en entreprise, ouais, tu peux raconter le monde de l'entreprise, mais il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Ça aussi, c'est fait. Je pense qu'en humour, aujourd'hui, il faut avoir un style parce que tout a été fait. Il n'y a plus grand chose à inventer, objectivement. Tout a été fait. Donc aujourd'hui, il faut que tu trouves un style. Donc soit t'es Blanche Gardin, ça y est, elle l'a inventé. Elle a fait le Blanche Gardanisme, tu vois. Donc voilà, son style, elle bouge pas. C'est pour ça que ça a percé. Ouais. Soit t'es un Paul Mirabel, t'as encore un autre style, tu vois, voilà. Et il a percé à cause de ça. En plus, ils sont bons. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc si tu racontes ce que raconte tout le monde, ça marche plus, quoi. Ouais. Ça marche pas. C'est un milieu qui est hyper embouteillé. Tout le monde avec les réseaux sociaux. Moi, je rencontre, dès que je dis que je suis humoriste, il y a un gamin sur 4-5 qui me dit « Ah putain, moi j'écris aussi, je fais des plateaux. Ah, je voudrais vraiment, je veux faire ça, je veux faire ça. » C'est un truc de malade. Ouais. C'est un truc de malade. Et c'était pas comme ça il y a 5 ans. Tout le monde veut faire ça. C'est un truc de fou. Ah, moi, ça me fait halluciner. Et je leur dis putain, ouais, mais alors, assure tes arrières à côté, mec. Tu sais, ça fait un peu la vieille conne. Mais assure tes arrières à côté, fais autre chose. La probabilité que tu perces, elle est infinie, estimable. Et même si tu perces, aujourd'hui, les humoristes, ils sont remplaçables. Putain, ça se jette. Il y aura peut-être plus jamais de gens aussi connus que ceux qu'on avait il y a 10 ans. Hein, où tous, on se souvient de leur nom, si tu veux. Et quand ils ressortent un spectacle, tout le monde va les voir. Tu vois, c'est beaucoup plus évanescent, jetable. On est dans un monde qui va hyper vite, donc tu as vraiment intérêt à assurer tes arrières à côté. Ouais, on zappe. Et toi, justement, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Ah bah, tu vois, je me dirais que en première, j'aurais mieux fait de vraiment poser bien les bases, réfléchir à ce que je voulais faire. Tu vois, pas partir dans un... Ou alors, au bout de la première année de droit, quand j'ai vu que c'était vraiment hyper rébarbatif, hyper chiant, me dire, OK, aller voir mes parents, qui m'auraient sûrement aidé, et leur dire, voilà, il faut que je fasse autre chose, quoi. Peut-être faut que je m'oriente vers des métiers plus manuels ou plus... peut-être devenir prof. Prof, c'est déjà beaucoup plus proche de ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, ça m'est arrivé de donner des cours, là, récemment, l'année dernière d'ailleurs, de théâtre, parce qu'on me l'a demandé. Et c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Apprendre... à des gens, à des enfants et tout machin, et je me dis même pourquoi pas dans l'avenir. Mais clairement, je pense que peut-être que si j'avais été prof, j'aurais peut-être jamais fait ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Tu vois, un métier avec juste plus de relations humaines. Enfin, tu sais que moi, à la base, je voulais être médecin. Donc, médecin, c'est quand même, il est quasiment à la base, le médecin tu vois, il est là, il soigne. C'est de l'humain aussi, beaucoup, tu vois. Donc voilà, donc moi, j'ai toujours été dans ce truc un peu, voilà. Ouais. Donc, humoriste, c'est plutôt un choix par défaut qui s'est un peu imposé parce que toutes ces circonstances ont fait que tu m'aurais dit à 5 ans tu vas faire ça, je t'aurais dit mais ça va pas, j'ai pas besoin de la scène pour me soigner, si tu veux. C'est voilà, donc le conseil que je me donnerais, c'est de quand on voit que ça va pas le faire très rapidement, zapper sur autre chose. Oui, j'ai envie de dire ça va jamais aller en s'arrangeant, donc Je pense que tu peux t'en accommoder. Moi, j'ai des potes qui s'accommodent et qui trouvent par ailleurs autre chose à côté qui est suffisamment bien intéressant. Ouais. Je pense que si tu as une vraie passion à côté, par exemple, de ton job, ça peut carrément le faire. Genre la peinture, l'équitation. Bah, d'ailleurs, j'ai une amie avocate. Elle m'a dit, sans l'équitation, tous les week-ends, tout le temps, j'aurais pété un plomb depuis longtemps. Je ne supporte pas mon travail. Mais rien que ça, à côté, ça lui permet de, voilà. Après, tu as des gens qui sont pas à péter les plombs à cause d'un travail, mais le fait d'avoir autre chose à côté, parfois, c'est même juste un copain, une famille, un enfant, tu vois, ça peut être, et ça va suffire à faire que ça va le faire. Ouais. Et puis, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de changer de vie aussi. C'est vrai. Tu vois, dans l'absolu, tout le monde s'est dit ça avec le Covid, mais il y a plein de gens qui sont... c'est pour ça que je veux pas, parce que plein de fois, on m'a dit « Ah ouais, mais parce que tu parles du changement de vie, tada. » Je dis « Oui, parce qu'on m'invite là-dessus. » Mais j'ai pas dit qu'il fallait le faire et que tout le monde avait envie de faire ça. C'est hyper spécial. C'est hyper spécial. Parce que c'est vraiment « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Tu le sais. C'est vraiment ça. « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Il y a des jours, tu te dis oh là 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 là. Alors que moi, quand tu vas au travail, tu peux te dire oh là là, mais tu sais qu'à la fin du mois, ça va tomber sur ton compte en banque et ça va te permettre de faire plein de choses. Ouais. Là, si tu restes ta journée à te dire oh là 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 là, il n'y a rien qui se passe à la fin du mois. Ouais. C'est vrai que moi, si j'ai un truc qui me manque, et on m'a demandé récemment, et j'ai dit c'est de m'asseoir à mon bureau, puis parfois tu fais pas grand chose, mais tu sais que ça va passer, puis à la fin de ta journée, c'est fini, tu vois. Et ben ça n'existe plus, quoi. Tu vois, genre juste, tu t'assois, tu fais semblant, et puis bah t'es en week-end le soir, et puis voilà, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que moi, je veux pas jeter des paillettes aux yeux des gens en disant, tu vois, je préfère être
hyper réaliste, beaucoup plus terre à terre. J'aurais peut-être pas réagi comme ça si tu m'avais interrogé, que j'avais 25 ans et que j'avais commencé ce métier. Je disais, ouais, mais il faut être hyper terre à terre. Et une carrière dans une entreprise où machin, tu peux la mener jusqu'au bout. Et là, il y a plein de questions qui se posent à côté. Ta retraite, ton truc, ton machin. Mais si tu te poses toutes ces questions, en effet, si tu regardes un peu devant, tu te dis, oh là 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 là. Mais je me dis qu'il y a toujours un retour possible. Avec toute l'expérience que j'ai accumulée, tout ce que je sais faire, tout, parce que mine de rien, tout le monde n'est pas capable de faire ce que j'ai fait, ce qu'on a fait quand on monte des boîtes. Ça intéresse de plus en plus d'entreprises. Tu n'es plus un salarié comme les autres. T'as managé ton comptable, ton machin, ton truc, t'as monté une boîte, tu sais faire du marketing, tu sais user des réseaux sociaux, tu sais faire plein de choses. Ouais. Donc, tous les gens que je connais qui ont monté des boîtes pendant 3-4 ans et ça n'a pas marché, ils sont tous, il faut le savoir, c'est hyper important, je pense, les auditeurs, c'est vrai qu'ils sont tous retombés sur leurs pieds. Ouais. Et jamais dans le job qu'ils avaient avant. Ils ont tous intégré des startups, ceux qui ont monté des applis, des startups, des trucs vraiment bien où ils sont heureux aujourd'hui. Ouais. Ils sont devenus conseillers, ils sont devenus, comment on appelle ça, recruteurs, ils sont devenus plein de trucs vraiment bien, où ils sont hyper épanouis. T'as la stimulation tout en ayant la sécurité de l'emploi, quoi. Ouais, et je connais personne dans l'entreprise et vraiment à pas marcher. Enfin, j'en connais plein qui n'ont pas marché, si je veux. Mais je veux dire qui a pas rebondi après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est un passage, quoi. Faut se dire, c'est pas une fin en soi de réussir ou planter sa boîte. En fait, t'apprends plein de trucs, quoi. Évidemment, tu veux que ça réussisse, mais si tu regardes les stats sur les plantages de boîtes, c'est monstrueux. Hein. Ouais. Donc, dans ces cas, si tu les regardes, tu le fais pas. Ouais. Mais donc, tu fais tout pour que ça réussisse. Et si jamais, tu vois que ça ne marche pas, tu auras fait tellement de trucs, tu peux très bien te vendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas rebondir, tu vas retrouver quelque chose plus en accord avec ce que t'aimes faire. Et toi, t'es heureuse aujourd'hui? Ouais, mais je te dis, vraiment, c'est un ouais avec des bémols. C'est-à-dire qu'il y a des moments avec et des moments sans. Je me stresse beaucoup plus qu'avant. C'est quand même dingue quand tu penses. Mais je me stresse beaucoup plus qu'avant. Sur est-ce qu'il y aura du monde ce week-end? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce qu'à la fin, alors qu'en fait, il faudrait juste le prendre cool. Le problème, c'est que tu ne peux pas le prendre cool. Parce qu'à la fin du mois, ça reste quand même toujours la même histoire. Combien je me sors à la fin du mois? On en revient toujours à cette finalité première qui est qu'il faut dégager un minimum d'argent pour vivre. Non, mais tu as raison de le dire, on n'est pas dans un monde parallèle où il n'y a plus le souci, où tu vois, c'est le milieu des bisounours en mode oui, j'ai osé la reconversion et puis il n'y a plus de problème d'argent. Non, il n'y a plus de problème d'argent, souvent ils sont plus accentués, même soyons très très clairs, ils sont plus accentués et tu te couches avec ton problème, tu lis, tu dis ok, il faut que j'arrive à m'endormir et puis tu vois, tu t'endors pas. Ouais. Moi, ça a été très rare que je fasse des insomnies quand j'étais salariée, si tu veux. Je pouvais rentrer crever du boulot, énervé par un truc, un dossier qui, tu vois, mais tu l'oublies quoi. Tu vas prendre un verre, tu vas prendre un machin. Là, quand tu l'as là, dans ta tête, le truc, il part pas. Donc, ça marche pas. Et il y a des moments où tu regrettes? Ah ouais. Objectivement, mais soyons très clairs. Moi, je suis hyper transparente. Comme dans mon spectacle, les gens me disent, on a l'impression que c'est vous. Bah ouais, c'est moi, je joue pas un rôle. Et bah ouais, il y a des moments où je regrette. Tu dis c'était plus facile avant, ouais. Ouais. C'était plus facile avant. J'étais plus dans la même vie que tout le monde. C'était plus fluide avec les potes parce que mine de rien tu sors d'un système. Alors moi je suis vraiment sortie du système en plus, humoriste. Et tu sors vraiment d'un système et donc t'as plus la même vie qu'eux et t'as plus les mêmes horaires qu'eux. Donc quelque part ça t'éloigne aussi. Ouais. Ça t'éloigne. Ouais. Surtout que toi tu joues le vendredi samedi donc c'est. Moi je joue le vendredi samedi donc ça t'éloigne des gens qui disent voilà elle a une autre vie, elle fait autre chose. Ça les impressionne aussi un peu quelque part. Voilà, donc c'est plus pareil. T'as plus la même vie. Évidemment, parfois je regrette. Mais je sais qu'il y aura, je sais très bien aujourd'hui, je me suis rassurée, je sais très bien qu'il y aura autre chose derrière. Tu vois, que je vais faire autre chose derrière. Ouais. Tu vois, qui aura sûrement plus grand chose à voir avec ça. Mais ça m'aura appris tellement de choses. Quand ça s'arrêtera, je ferai autre chose. C'est un métier très dur. C'est drainant, en fait, j'imagine. Ouais, c'est un métier drainant, fatigant, beaucoup d'énergie. Tu vois, faut toujours donner le meilleur de toi-même. Au boulot, franchement, parfois, quand tu es fatigué, tu donnes pas le meilleur de toi-même. Voilà. Donc voilà, non, bien sûr que parfois je regrette. Ouais, je sais pas. Faudrait que je demande à tous mes potes qui ont monté des boîtes si parfois ils regrettent. C'est une question qu'on me pose pas, c'est hyper tabou. Ouais. C'est comme l'argent, c'est hyper tabou. Est-ce que tu regrettes? Bah parfois, ouais. Parfois, ouais. Juste le monde confortable du salariat. Attention, je regrette pas ma boîte. Ouais. Même si j'ai encore 2-3 très bons amis que je vois encore.
Et puis même, parfois, je regrette la pause café avec le bullshit qu'on se raconte sur le collègue, le machin, le truc et tout. Mine de rien, tu vois, ça a des bons côtés. Ça a des très bons côtés. Sinon, personne ne travaillerait, personne ne serait salarié, si tu veux. Si ça avait que des mauvais côtés, il n'y aurait pas autant de salariés que ça. Voilà, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. Et c'est quoi pour toi une reconversion réussie? Alors, ça, c'est une bonne question. Je précise qu'elle n'a pas été préparée à l'avance. Oui, c'est vrai que je fournis pas les questions pour le auditeur, donc tout est spontané. Une reconversion, alors ça va être hyper bateau, mais déjà, je pense qu'il faut se dire qu'il faut être sûr de son choix. Sûr de ton choix, même si tu peux avoir des doutes. Sûr de ton choix et te dire que si ça marche pas, partir avec que ça va marcher, mais que si ça marche pas, c'est pas grave. L'homme est très bien foutu, hein. Toujours un moyen de retomber sur ses pattes. Donc, autant essayer si on a vraiment envie de le faire. Et se dire que si, en France, on parle d'échec, mais c'est jamais un échec, en fait. C'est comme disent les Américains, tombe et t'apprendras mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une reconversion réussie, c'est se dire ça, c'est ce que j'arrive à me dire aujourd'hui, c'est je fais ce que je peux, j'aurais fait un truc que peu de gens ont fait, mine de rien. Donc, je peux être fière de ce que j'ai fait. De là où je suis arrivée, aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui sont venues voir le spectacle. Mine de rien, c'est quand même du monde. Ouais. On m'aurait dit ça il y a 5 ans, j'aurais fait « Oh !» Et donc, il faut arriver à être fier de ce qu'on a fait, quoi qu'il arrive après. Et ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Et ça, c'est pas facile. Faire son bonhomme de chemin, quoi qu'il arrive. De toute façon, tu l'auras fait. Tu seras pas resté dans ton job d'avant, dans ton truc. Tu l'auras fait. Et tu auras tenté ta chance. Tu auras pris ta chance. Comme disent les Anglais. Tu auras pris ta chance. Prends ta chance. Et pour moi, c'est ça une reconversion réussie. Qu'elle marche ou qu'elle marche pas. En fait, elle aura marché. C'est juste qu'à un moment, peut-être, elle se sera arrêtée. Pour plein de raisons. Tu auras décidé de faire autre chose. Finalement, c'était pas ça. Finalement, c'était autre chose. Puis parfois, tu as des gens qui montent une boîte et puis ça part sur complètement autre chose. Cette boîte, elle est le début d'un truc et puis cette boîte, elle n'a pas marché. Puis tu fais une autre boîte puis cette boîte, elle marche. Ce que je veux dire, c'est tellement sinueux. Je pense que c'est aussi se donner la chance de faire autre chose, en fait. Il n'y a pas que, tu vois, ta vie d'avant, ta vie d'après. En fait, c'est avoir l'opportunité de rencontrer des gens, découvrir des nouveaux Exactement. jobs. Tu vois, comme tu dis, c'est ouvrir plein de portes, en fait. Je veux dire, moi, j'aurais jamais pensé que je masteriserais les réseaux sociaux. Quand il y a 5 ans, je voulais même pas être sur Facebook. Je dois t'avouer que le jour où j'arrête, si un jour j'ai plus besoin des réseaux sociaux, je dois t'avouer que je fermerai tout, si tu veux savoir. Parce que franchement, je ne les aime pas. Donc, je les fermerai. Pour moi, c'est plus un pain-somme qu'autre chose. Mais t'apprends à masteriser plein de trucs. À plein de trucs que tu n'as jamais pensé que tu pourrais faire ça. Ça montre bien qu'en entreprise, on n'utilise même pas le début du potentiel d'un salarié. L'homme est capable de tellement de choses. C'est hallucinant. Si tu donnes la possibilité à un salarié d'entreprise même de changer de voie, de passer d'un job à l'autre, mais différent, putain, tu vas rendre plein de gens heureux. Mais souvent, on te laisse, parce que moi j'ai essayé de le faire, on te laisse même pas. On a un cerveau qui est incroyable, qui est malléable à 360 degrés. Donc on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, il faut s'en donner l'opportunité, quelle que soit la fin de ce qu'on aurait essayé de faire. Ouais, il suffit d'oser la reconversion. Mais c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai. C'est vraiment ça. Et puis voir où ça va mener. Un grand merci, Julie. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux, ton spectacle, pour que les auditeurs puissent venir te voir. Merci pour ta transparence et ton honnêteté. C'était super inspirant. Ça n'est pas un chemin pavé de roses. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.